Le salarié est celui qui se définit comme faisant une prestation manuelle ou intellectuelle au bénéfice d'une autre personne, contre une rémunération, quelle qu'en soit la nature, une rémunération fixe, une rémunération à la pièce, une rémunération horaire, des commissions, des pourboires, etc. Le tout effectué dans le cadre d'un lien de subordination juridique. Cette subordination juridique a été définie par les tribunaux comme étant le fait pour l'employeur de donner des ordres et des directives à son salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner éventuellement les manquements. À ce lien de subordination juridique peut se surajouter le lien de subordination économique, qui est le fait de travailler avec l'outil de travail de quelqu'un d'autre. Le simple fait de travailler au sein d'un service organisé alors que l'employeur définit unilatéralement les conditions de travail est une bonne présomption de salariat. C'est donc bien le cumul des trois premiers critères, la prestation, la rémunération et le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail. Ainsi, pour rappel, le travailleur indépendant effectue bien une prestation manuelle ou intellectuelle pour le compte d'un donneur d'ordre, son client, contre une rémunération qu'il aura lui-même fixée. Mais il se définit bien par la libre organisation de son activité. Et la présomption d'indépendance est tirée de son inscription à un registre spécial et de la détention d'un numéro SIREN ou SIRET. Pour plus de détails, je vous invite à visionner la vidéo sur le lien de subordination. Ainsi donc, ce n'est pas la prestation manuelle ou intellectuelle ou la rémunération qui fait la différence entre l'indépendant et le salarié, mais bien la présence ou l'absence de ce lien de subordination. Attention, le statut de salarié est un statut d'ordre public. Cela signifie que ni l'employeur ni le salarié n'ont le choix de prendre ou de ne pas prendre le statut de salarié. Comme le rappelle la jurisprudence, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais bien des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ainsi donc, peu importe le nom donné au contrat qui unit un donneur d'ordre et un exécutant, peu importe que le donneur d'ordre ou l'exécutant veuille le statut de salarié, si la personne cumule les trois critères, prestation de travail, rémunération et subordination, elle sera salariée sous contrat de travail. Ainsi, lorsqu'un travailleur se verra attribuer la qualité de salarié en l'absence de tout contrat de travail écrit, il lui sera fait application des règles prévues par défaut par le Code du travail ou la jurisprudence, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps de travail égal à la durée légale du travail, rémunéré selon le SMIC légal ou conventionnel. Les obligations du contrat de travail par défaut s'appliqueront à ce salarié, qui devra respecter les règles de discipline prévues par l'employeur, ainsi que les ordres et les directives qu'il reçoit, tout en restant loyal envers l'employeur, en respectant une obligation de bonne foi, comme la réserve et la correction, la discrétion et le secret, et la non-concurrence, le fait de ne pas créer sa propre entreprise ou de ne pas entrer au service d'une entreprise qui serait concurrente de celle de son employeur.
Ainsi, comme nous venons de le voir, un contrat de travail est parfaitement valable à l'oral, même en l'absence de tout écrit. Alors, à quoi sert de rédiger un contrat de travail écrit? D'abord, rappelons que l'écrit reste la meilleure des preuves pour prouver l'existence d'un contrat, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, le Code du travail fait obligation à l'employeur qui vient d'embaucher un salarié de lui remettre un écrit en tant que preuve de l'existence de leur relation contractuelle. Mais cet écrit n'est pas nécessairement un contrat de travail, cela peut être une lettre d'embauche, une déclaration préalable à l'emploi adressée à l'URSSAF, etc. Le Code du travail fait également obligation de rédiger un écrit à l'occasion de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, de missions d'intérim, de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, ou d'autres contrats encore, à défaut de quoi ces contrats seraient réputés être des CDI. Et enfin, l'écrit reste la seule manière de pouvoir mettre à la charge des salariés un certain nombre d'obligations qui ne sont pas prévues par défaut par la loi. Ainsi, un temps partiel pourrait être imposé par écrit. Ainsi, on pourrait mettre à la charge des salariés l'exigence de réaliser des objectifs, de réaliser une période d'essai, d'être astreint à une clause de non-concurrence. Alors je rappelle que le salarié est déjà tenu à une obligation de non-concurrence pendant toute la durée de son contrat de travail, mais la clause de non-concurrence interviendrait après la rupture de celui-ci pour que le salarié ne crée pas une entreprise concurrente de celle de son ex-employeur ou ne rentre au service d'une entreprise concurrente à celle de son ex-employeur. C'est la possibilité aussi de mettre à la charge du salarié une clause de mobilité qui permettrait de modifier son lieu de travail.